Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire du 3 décembre organisé par le CNOFDES, le syndicat national des organismes de formation. Donc le sujet que nous vous proposons aujourd'hui porte sur l'IA, sur le comment mon organisation peut structurer sa démarche à l'IA. Donc au préalable, les quelques règles d'usage. Le webinaire est en cours d'enregistrement et le replay vous sera envoyé directement en fin de semaine dans vos boîtes mail. Et il sera aussi déposé sur notre chaîne YouTube. Donc là, on est sous un format Teams classique, donc vous avez la main sur vos caméras et micros. On vous propose de poser vos questions quand même via le chat et on répondra à vos questions en fin de webinaire. J'ai le plaisir de vous présenter nos deux interlocuteurs, donc Raphaël Grasset, fondateur de Trendy, chercheur associé à l'Université de Nanterre en sciences cognitives, et Frédéric Rampion, responsable documentation, laboratoire foi des studios d'Alia chez Éducation et Formation. Il est également co-animateur de la commission innovation du CNOFDES avec moi. J'ouvre une petite parenthèse sur la commission du CNOFDES. Depuis 2 ans, on mène des travaux sur l'IA. On fait de la veille, on teste des outils, on repère des experts, on repère les formations aussi, qui pourraient tout à fait être appliquées au sein de différentes activités d'un organisme de formation. L'enjeu pour nous collectivement, c'est de sensibiliser et accompagner les adhérents du CNOFDES et de la Fédération nationale des UROF à cette révolution numérique. J'en profite pour dire aux adhérents du CNOFDES qu'il existe 3 ressources sur l'IA qui ont été déposées dans l'espace adhérent cet été de mémoire. On sait qu'elles ne sont pas forcément vues ou connues. Donc si certains d'entre vous sont intéressés et qui n'ont pas accès à l'espace adhérent, vous pouvez me contacter directement. Hélène Lerosier, via mon adresse email du CNOFDES ou via directement LinkedIn. Et pour les adhérents des UROF, vous pouvez contacter directement Tiffaine Melouette et on vous enverra ces ressources. Donc elles sont dédiées uniquement aux adhérents CNOFDES et UROF. Parenthèse fermée. On revient au sujet du webinaire. Donc Raphaël Grasset a souhaité lancer une recherche-action sur, en tant qu'organisation, Bonjour. comment structurer ma démarche à l'IA. En partenariat avec une vingtaine d'experts dans le CNOFDES, nous avons travaillé une méthode Nous avons travaillé à une méthode d'acculturation que nous vous proposons de découvrir dans ces grandes lignes. En effet, l'IA n'est pas seulement un sujet technique et sa bonne utilisation nécessite l'expertise de nombreuses fonctions différentes au sein d'une organisation. J'aurais même envie de dire nécessite l'expertise de tous, de toutes les fonctions différentes au sein d'une organisation. Raphaël, c'est à toi. Bonjour à tous et à toutes. C'est bon pour le micro Ouais, et c'est bon pour les slides. Super. Donc effectivement, Raphaël Grasset, moi à la base je suis chercheur en sciences cognitives, donc ça fait une quinzaine d'années que j'étudie comment les gens apprennent et comment les aider à mieux apprendre. Et il y a 5 ans, j'ai fondé Trendy, qui est un studio d'innovation pédagogique dans lequel j'essaye de faire le lien entre ce que dit la recherche et ce que font les gens sur le terrain, puisque les deux ont beaucoup à s'apporter. Et après avoir accompagné quelques clients à leur acculturation à l'IA, je me suis dit que ce serait intéressant de développer la méthode que j'avais commencé à mettre en place. Et donc, j'ai réuni autour de la table différentes personnes pour travailler ça et puis mettre à disposition de tous cette méthode. Et donc, on vous en présente un petit peu les résultats aujourd'hui. Donc, on n'a qu'une heure, donc c'est assez rapide. Euh, je vous invite peut-être, si ça vous intéresse par la suite, à aller télécharger la méthode qui est disponible gratuitement sur le site de Trendy. On ne vous demande même pas votre mail. Donc vous pouvez cliquer sur l'image et vous télécharger directement sans avoir à laisser votre mail la méthode. Donc juste pour vous donner quelques chiffres clés avant de vous parler un petit peu des résultats. Donc c'est 10 mois de travail. On avait commencé en décembre 2024, on a fini en septembre 2025. On avait 7 partenaires, dont l'ANACT qui nous a soutenus pour cette recherche. Ça a réuni 24 participants, donc qui étaient à la fois des gens de ces différents partenaires, issus de ces partenaires, avec le CNOFDES comme Hélène qui a participé, ou même des indépendants, des ingénieurs pédagogiques qui étaient en poste dans des organisations qui ont voulu participer, des fournisseurs d'IA. Donc on avait vraiment un peu plein de monde représenté, avec effectivement des syndicats aussi, des universitaires. Donc c'était assez éclectique et en même temps très riche.
On a travaillé pendant 6 mois, on a fait des réunions d'expertise sur le sujet, on a fini par faire une journée d'écriture collaborative. Donc ce livret a été écrit par des humains et pas par une IA. Alors bien évidemment, il y a quelques mises en forme qui ont été revues par des IA, mais vous avez au moins l'assurance, on a des photos, on a des preuves qu'on s'est réunis pour travailler et écrire ensemble. Euh, et donc, il fait à peu près 100 pages. Dedans, il y a une revue de littérature, on a fait 43 entretiens, dont un entretien avec Frédéric, qui est là aussi pour nous partager son retour d'expérience et puis peut-être les avancées, parce que l'entretien, on l'a fait il y a plusieurs mois, donc il y a des choses qui ont évolué. Et puis, on a aussi fait des questionnaires quantitatifs qu'on a envoyés et on a obtenu près de 350 réponses en termes d'analyse. Cette méthode, elle est structurée en deux parties. Il y a une première partie sur où on en est en tant qu'acteur aujourd'hui, où en sont les acteurs, quelle est leur maturité. Ça, je vous inviterai à aller le regarder. J'ai juste gardé une slide dessus, mais comme on n'a qu'une heure, je vais passer un peu vite dessus. Et ensuite, il y a une recommandation de méthodologie qui est bien sûr à adapter, hein. C'est pas une panacée qu'on peut appliquer telle quelle. Il faut prendre en compte son contexte, mais ça vous donne un peu une structuration. Voilà pour l'introduction, pour vous dire un peu d'où vient ce travail. On fait souvent des recherches-actions chez Trendy, on en fait une tous les 2 ans à peu près. Et là, c'est vrai que c'était quand même c'est un beau bébé qui est sorti, 100 pages. On aurait presque pu aller sur le livre, mais on s'est un peu retenu, quoi. Euh, alors, la première question, parce que là, vous avez vu, c'est une méthode d'acculturation des organisations de formation à l'IA. Donc, en fait, globalement, ça veut dire on veut aller sur la question de l'IA. Mais la première question à se poser, c'est vraiment est-ce que c'est important pour mon organisation d'y aller? Ne pas squeezer ce moment de questions réflexifs avant de s'y mettre en fonction de la taille de votre organisation, des ressources, des compétences. Ça peut être bien de vraiment réfléchir. Est-ce que ça va être utile? À qui? À quoi? Est-ce que c'est nécessaire d'y aller? Comment on va faire? Et est-ce qu'on va y aller tout seul? Parce que justement, en termes de compétences, peut-être que c'est pas parce qu'on a une DSI qu'on est prêt à déployer des IA, quoi. Euh, donc il y a vraiment un moment où se poser, de pas se laisser emballer par la mode de l'IA. Et une fois qu'on a répondu à cette question, le reste de la méthode, c'est pour les gens qui ont répondu oui, d'accord? Mais c'est un vrai moment important aussi de se poser pour répondre à ces questions-là. Donc, une fois que vous avez dit oui, on va rentrer dans la méthode. Je fais juste un petit point sur justement la maturité actuelle des acteurs. Donc, on a interviewé 43 personnes, on a fait plus de 350 réponses de questionnaires et on a interviewé les gens à propos de leurs usages. On avait listé à peu près une trentaine d'usages. Et ce que vous voyez là, alors là, c'est la seule complexité d'aujourd'hui, de ce matin. Je sais qu'il est 9 heures, on se réveille, on a tous pris un petit café. C'est une réduction d'un plan factoriel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a analysé les 28 usages statistiquement et on a réduit ça en 2D. Et ce qui est important, c'est l'axe horizontal. L'axe vertical n'a que très peu de variance, donc on ne s'y intéresse pas trop. Et ce que ça montre, c'est que donc à gauche, vous avez les gens qui n'utilisent pas, qui n'ont pas vraiment d'usage de l'IA. Et à droite, vous avez les gens qui ont tous les usages, les 28 usages qu'on a évalués de l'IA. Et donc, ce que vous voyez, les grilles, les barres en pointillés, c'est 50% de la population en dessous, 50% de la population au-dessus. Donc, on voit très bien qu'il y a une grande majorité de la population qui a très peu d'usage de l'IA aujourd'hui. D'accord? Donc c'est aussi pour pouvoir réfléchir à où on en est par rapport aux autres, d'arrêter un peu les fantasmes, de se dire bah, tout le monde fait de l'IA et moi j'en fais pas, ou alors voilà, c'est à peu près là où on en est. Ça, c'était à juin 2025. Bien sûr, ça évolue. Et il y a des différences entre, par exemple, les formateurs, les ingénieurs pédagogiques, les responsables pédagogiques. Ce qui est étonnant, c'est que les formateurs, finalement, ce sont ceux qui ont le moins tendance à y aller à utiliser des IA. Donc voilà, toutes ces analyses-là, vous les retrouverez dans la partie euh, maturité des acteurs, qu'on n'aura pas trop le temps de développer aujourd'hui. On va plutôt essayer de rentrer dans du concret, dans du pratico-pratique. Mais je vous invite à la lire parce que c'est assez intéressant de voir où en sont vos collègues, vos compétiteurs par rapport à l'IA. Alors, une méthode d'acculturation collective. Donc, en faisant tous les entretiens, en accompagnement des clients aussi, on se rend compte souvent
que la première réflexe, c'est le DSI qui dit bah moi j'ai des licences Microsoft, donc on déploie l'IA Microsoft chez tout le monde. Allez, hop, c'est bon, on est une organisation qui utilise l'IA. Bon, bah 3 mois plus tard, on se rend compte que bah ça a planté, ça n'a pas marché, et puis personne n'en fait rien, et c'est pas terrible. Donc, on a un peu proposé une structuration qui est bien sûr à adapter en fonction de là où vous en êtes, ce que vous avez déjà fait, etc. Mais c'est une proposition en tout cas. Le premier, c'est de parler de commencer par la gouvernance partagée. Je vais revenir sur chacun des points, hein, mais là, je vous donne un peu une vision globale. Euh, pour commencer à structurer la manière dont on va penser, utiliser et mettre en place une stratégie autour de l'IA. Et souvent, les directions ne sont pas forcément plus équipées que les autres. Vous l'avez vu avec la stat que j'ai donnée avant, hein, 10% des organisations ne font rien. Et pour les autres, c'est moitié-moitié, ça vient de la direction, l'autre moitié, ça vient des salariés. Donc, partager, parce que justement, il faut se faire rencontrer ces deux mondes, à la fois du top-down et du bottom-up, quoi. Ensuite, il y a la formation des acteurs, donc très importante, hein. Alors, on n'est pas que sur du apprendre à prompter, hein. On verra tout à l'heure un peu plus précisément ce qu'il en est. Mais et j'ai mis des acteurs et pas des équipes, parce que vous allez voir qu'on intègre aussi, par exemple, le fait de former nos apprenants. Euh, Ensuite, on a le co-design d'usage pour essayer de trouver la valeur qui va être intéressante pour l'IA. Et ça vient après la formation des acteurs. Parce que si vous demandez à des gens de dire, bah ok, mais à quoi ça va te servir l'IA, mais ils n'ont pas été formés, ils auront beaucoup de mal à répondre à cette question. Donc il faut quand même leur donner une formation de base avant de savoir quel est l'usage qu'on va en faire, quelles sont la valeur ajoutée qu'on va en tirer. Et à la fin, arrivent les intégrations techniques. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut commencer à réfléchir à dire quel logiciel je vais déployer chez moi ou quel système d'IA je vais concevoir. Et ça arrive vraiment à la fin. Et c'est vraiment l'inverse en fait de ce qui est fait aujourd'hui la plupart du temps par les DSI dans les organisations. Mais bon, donnez-moi un marteau et je verrai que des clous, hein. C'est le classique, hein. Donc voilà. Donc prendre un peu de temps, tout ça, ça peut se faire en 6-8 mois, hein. Je l'ai déjà fait avec des clients qui sont des OF qui ont 200 personnels avec formateurs internalisés et 1300, 1500 formateurs, apprenants, pardon. On le fait en 6 mois, quoi. Donc c'est jouable, c'est pas non plus irréalisable, mais c'est juste un peu plus structuré. Et dans la méthode, pour chacune de ces étapes, vous trouverez un petit questionnaire pour évaluer votre maturité, pour savoir où vous en êtes aussi, de où vous partez. Donc, très important aussi pour savoir en fait bah, quel plan d'action on va mettre en place pour chacun de ces axes, quoi. Voilà, donc ça c'est une vision un peu globale. Et maintenant, je vais rentrer dans chacun des points et vous donner à chaque fois un exemple issu des entretiens qu'on a fait pour voir un peu concrètement ce que ça donne. Alors, la gouvernance partagée. Donc, ce qui est recommandé, c'est de constituer une équipe projet qui va comprendre à la fois les membres de la direction, donc le CODIR, avec les RH, puisqu'il y a des obligations légales quand même. Euh, Par exemple, si vous prévoyez de déployer un système d'IA dans votre organisation avec les, le plan européen, le cadre de l'IA Act, vous avez l'obligation depuis février 2025 de former vos personnels. Donc c'est quelque chose il faut prendre en compte dans la politique RH aussi de l'entreprise. Bien évidemment, le juridique et la qualité et la DSI, Direction des systèmes informatiques, pour tout ce qui va être lié à la cybersécurité, entre autres, qui est très importante. Et en plus, de prendre avec vous des formateurs, des ingénieurs pédagogiques, des fonctions support. Je vous partage ça parce que un des organismes que j'ai accompagné, ils ont fait leur premier plan de licenciement depuis 30 ans qu'ils existaient au moment où ils commençaient à déployer l'IA. C'était pas corrélé, mais disons que dans la perception de leurs salariés, ça a posé quelques questions. Et le fait d'intégrer justement des ingénieurs pédagogiques, des formateurs dans ce groupe de travail de gouvernance, ça a permis de lever quelques freins. Parce que bah, ils sont rendus, enfin ils faisaient le relais en fait de dire bah en fait non les patrons ils sont pas là pour nous foutre à la porte, c'est pas ça l'idée, c'est juste que ça tombe en même temps, quoi, voilà. Donc ça peut aussi lever quelques inquiétudes d'avoir tout le monde autour de la table. Bien évidemment, si vous êtes un organisme de formation de 15 personnes ou Segos ou autre, vous n'allez pas travailler votre gouvernance de la même manière. Donc,
à adapter en fonction de la taille. Est-ce que c'est une gouvernance centralisée avec un seul groupe qui gère tout, ou est-ce que c'est des groupes de travail spécialisés sur des questions de gouvernance, comme on a vu, juridique, RH, etc. À vous de voir, à adapter, mais à prendre en compte. L'important, une fois que la stratégie elle est définie, c'est comment on va la communiquer. Alors, vous avez tous entendu parler de chartes à mettre en place, de choses comme ça. Bon, le problème des chartes, c'est que c'est cool, mais c'est pas légalement binding. En fait, il n'y a pas d'implication légale. Et en plus, souvent, on demande aux apprenants de signer une charte, mais quand ils arrivent, ils la lisent pas, ils signent, et puis voilà. Donc, comment est-ce qu'on... Ok, c'est bien de mettre en place une charte, mais comment est-ce qu'on la fait respecter? Comment est-ce on la fait comprendre, on la fait intégrer? Et donc, on verra que dans la formation, quand on parle de former les acteurs, entre autres les apprenants, ça intègre aussi ce genre de points, de travailler avec eux ce sujet-là. Et puis, Frédéric, je vais bientôt te passer la parole, parce que c'est aussi quelque chose que tu as fait dans toi, ton cas, c'est de nommer des référents intermédiaires au-delà du groupe de gouvernance partagée, qui vont servir de relais. Alors, sur certains, je sais pas, dans les Greta, par exemple, on peut avoir des référents numériques, des référents pédagogiques, techniques, en fonction de qui on a sur le terrain, qui est plus à même de faire le relais, mais hyper important. Donc, Frédéric, je t'ai fait un petit cas de éducation et formation qui est issu de la recherche. Mais si tu veux nous le dire, en fait, même avec ton retour d'expérience à toi, ce serait sympa. Ouais, d'accord, ça marche. Eh ben, bonjour à tous. Avant ça, peut-être, je vais quand même dire d'où je parle, juste redire deux, trois mots sur éducation et formation. Tu as reposé le contexte ici. Éducation et formation, c'est une association, loi 1900, organisme de formation, qui est présente en Normandie depuis plus de 50 ans et dont le cœur de métier, c'est les publics qui relèvent du socle de compétences et ou les publics qui sont en formation linguistique. Alors, ça reste le cœur de métier de l'association, même si les domaines d'intervention sont largement diversifié. Aujourd'hui, on est près de 300 salariés. Bon, voilà, ça c'est pour poser le contexte. Alors, pour revenir un petit peu effectivement sur comment la gouvernance partagée s'est mise en place à éducation et formation, bah, c'est une impulsion du conseil d'administration, une assemblée générale en 2024 qui a décidé, alors compte tenu évidemment du contexte qu'on vit tous, d'un contexte, du milieu de la formation, un peu compliqué, chaotique, incertain, les administrateurs ont décidé qu'il fallait, avoir des groupes de réflexion, ce qu'on a appelé des commissions, sur la maîtrise des coûts, la diversification des activités et sur l'intelligence artificielle avec, comme feuille de route, le fait que, il fallait pouvoir, à la fois, étudier, bah, les opportunités, de l'intelligence artificielle. Les enjeux, globalement, dans quel contexte, et enfin, à la fois sur les aspects, technologiques, voir ce que font nos petits camarades à côté et puis, aussi, sur les interrogations, donc, toute la partie, liée à l'éthique. Et donc cette commission, elle m'a été confiée, j'ai animé cette commission intelligence artificielle. Elle a été composée donc ça aussi je pense que c'est un élément important, c'est ce que tu disais à l'instant, le fait d'associer, le plus largement, toutes les fonctions d'un organisme de formation. Donc elle a été constituée à la fois d'administrateurs, et c'est bien parce qu'on les voit rarement nous sur le terrain, mais il y a des enjeux qui sont liés à ce que tu disais tout à l'heure, on n'y va pas. Et donc, le point de vue des administrateurs, de ce point de vue-là, ils sont quand même garants de l'objet de l'association, donc c'était intéressant de les avoir. Des responsables de services, donc plutôt sur des services, supports et puis des responsables de centres de formation qui sont sur le terrain, sur l'activité de formation avec les formateurs. Donc ça, c'est pour la constitution, en fait, de la commission. On l'a tout de suite redivisé en 3 groupes de travail, un peu naturellement, par rapport à la nature des participants que je viens de décrire là. C'est-à-dire que on a eu à la fois, un groupe de travail plutôt sur les services supports. Voilà, l'objectif étant de se dire: «Quels sont les cas d'usage possibles dans les services supports?» Donc là, c'est pas propre à un organisme de formation puisqu'on est sur des dimensions RH, logistique, contrôle de gestion et puis évidemment, une dimension, pédagogique donc l'IA et la pédagogie et puis, un troisième groupe de travail, là, fortement, influencé par nos administrateurs sur l'éthique, sur les enjeux, l'impact sociétal et les impacts écologiques et l'alignement avec les valeurs de l'association.
Ça, c'est pour la composition de la commission. Donc, on a travaillé quasiment près d'une année, un petit peu moins. Alors, il y a quelqu'un qui parle et qui dit qu'il n'entend rien. J'espère que tout le monde m'entend. Voilà. Donc, parallèlement, puisque tu le signalais aussi, Raphaël, parallèlement à cette commission, nous, on a, en termes de structuration dans l'association, depuis 2022-2023, ce qu'on appelle des référents numériques. Et les référents numériques, c'est une décision qui a été prise après un plan de stratégie digitale 2021-2023 éducation et formation. On a décidé d'avoir des référents numériques, pas secteur géographique. Ces référents numériques, ils accompagnent les salariés, ils accompagnent les formateurs sur le numérique en formation. Voilà. J'entends toujours des gens qui ont du mal à couper leur micro. Je vais intervenir, Frédéric. Est-ce que la Ouais, personne qui a le micro ouvert, vous pouvez l'éteindre parce qu'on vous entend en fait? J'arrive pas à vous voir dans la liste, mais merci. donc je reprends sur nos référents numériques, donc ils préexistaient avant cette commission IA et sur lequel on s'est appuyé en particulier sur le groupe de travail IA et pédagogie. Et donc, on a, avec les référents qu'on encadre, donc les référents chez nous, hein, c'est pas un poste, c'est une mission complémentaire qui est confiée à des formateurs ou des coordinateurs de centre. Et donc, on a fait un travail de construction d'un parcours disponible sur notre plateforme LMS, un parcours à destination de tous les salariés, les équipes pédagogiques, mais pas que. Un parcours très simple d'introduction à l'IA, de définition. On aborde les premières notions du prompt, on commence aussi à parler d'éthique. Et puis un autre parcours un peu clé en main qui était là plutôt pour dire, bah voilà, si vous voulez aborder l'IA avec vos apprenants, voilà un peu un diaporama, une séquence clé en main. Et puis ce parcours sur la LMS Introduction à l'IA, on l'a déployé parce qu'on s'est dit, ah bah, on va pas laisser ça sur un parcours LMS et de se dire, bah, allez voir, débrouillez-vous. On était vraiment dans une logique de déploiement massif. Et donc, on a fait des ateliers, on s'est incrusté dans les réunions d'équipe, on a fait des ateliers IA. On a fonctionné un peu en mode classe inversée, c'est-à-dire que allez voir le parcours sur la LMS et puis après on débriefe ensemble. Et puis après, on met les mains dans le cambouis, on fait du prompt, on regarde les outils, on parle d'abord de cas d'usage de la vie quotidienne, une recette de cuisine, des choses comme ça, et on en arrive aux professionnels. Donc ça, en fait, ça a nourri les préconisations de la commission. Heu, Moi, j'ai également travaillé avec les responsables de service, service support, donc ceux qui étaient présents dans la commission IA, mais on a aussi essayé d'élargir, donc pour aller recueillir des cas d'usage. L'idée était de se dire, on va pas avoir des cas d'usage par service, on va les lister de façon évidemment non exhaustive, dans les services et puis après on va essayer de trouver, bah, des usages transversaux. Voilà. Alors peut-être que déjà je suis en train de manger sur le temps. Non, mais en fait, ce que tu dis, c'est génial parce qu'en fait, on va revenir un petit peu dessus et je pense qu'à la fin, tu pourras redonner des exemples de D'accord, de ce que vous avez fait en plus. d'accord. Euh, Alors je- Ouais, moi je peux juste, du coup, si tu veux, te redonner la main, Raphaël, m'arrêter là et de dire que, à l'assemblée générale de juin 2025, donc quasiment un an après, on a présenté les préconisations, de la commission IA dans le cadre d'un petit rapport et puis peut-être je retémoignerai tout à l'heure pour, dire où on en est aujourd'hui et ce que ça a donné. super, merci. Je profite juste pour répondre à Cyril qui disait difficile d'imaginer une gouvernance partagée quand on est un OF autonome de 15 salariés. En fait, non. La gouvernance, peut-être que là, ce qu'on vous a montré, Frédéric, il y a 300 salariés, 9000 apprenants, effectivement, c'est une grosse machine, hein. Et donc, la gouvernance est très structurée. Mais là, on avait notre partenaire à l'ANACT, qui était un peu l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui a l'habitude de ce genre de sujet qui nous donnait des exemples. En fait, la gouvernance, ça peut être juste un espace de discussion.
à la machine à café pour commencer. C'est en fait, il faut qu'il y ait un espace d'échange en fait. C'est ça la question. Donc 15 salariés, bah, c'est une chance. Il n'y a pas besoin de structurer forcément grand-chose en mettant énormément de réunions et autres. On peut le faire de manière assez simple. Alors, tu as dit plein de choses, Frédéric, sur entre autres la formation, etc. Donc ça me permet de rebondir et d'avancer là-dessus, puisque tu parlais des modules que vous avez mis en place pour les salariés. Alors, il y a plein de manières de le faire. D'un point de vue un peu méta, ce qu'on propose, c'est déjà de construire une base commune. Donc, c'est un peu ce que vous avez fait avec vos modules sur le LMS. Développer un vocabulaire commun, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent d'IA, de SIA, de LLM, sans forcément savoir ce qu'il y a derrière d'un point de... Alors, on ne demande pas à chacun d'avoir un master en mathématiques, hein, c'est pas l'objet c'est pas le sujet. Mais c'est au moins quand on parle, quand on utilise des mots, qu'on parle de la même chose. Et déjà, ça aide beaucoup dans la communication et la manière de déployer une stratégie euh, dans une organisation. Donc, partager une compréhension technique minimale est importante, au-delà de juste apprendre à prompter. Former ces équipes, donc une fois que cette base commune est là, on peut commencer à différencier en fonction des fonctions. Si on est formateur, si on est ingénieur pédagogique, si on est commercial, si on est fonction support, on va pas avoir besoin des mêmes outils. Et c'est pour ça que souvent je parle des IA au pluriel, parce que souvent on le met un peu au singulier en mode magique, l'IA va tout résoudre, mais ça marche pas comme ça. En fait, et c'est un peu le problème du DSI dont je vous parlais au début, qui dit bah c'est bon, nous on est chez Microsoft, on a déployé l'IA Microsoft pour tout le monde. Sauf que oui, mais elle n'est pas intégrée aux chaînes d'outils que un tel utilise ou un autre utilise. C'est pas les IA en soi sont des modèles qui sont spécifiques. Donc on a des modèles généralistes style ChatGPT qui font des choses très bien, mais c'est pas la meilleure IA pour faire un sujet précis de traitement des données, d'ingénierie pédagogique, de création de quiz. Enfin, voilà. Donc en fait, chaque IA a ses spécialités. Et donc, il faut différencier la formation euh, au maximum. Et le point dont on a abordé juste avant, c'est former ses apprenants. Alors, c'est pas une obligation légale, hein. Là, ça va plus être une problématique concrète et terrain, hein, que beaucoup de gens remontent. C'est de dire, bah oui, mais nos apprenants aujourd'hui utilisent l'IA pour faire toutes les évaluations qu'on leur demande. Enfin, il n'y a plus d'esprit critique, etc., etc. Donc, en fait, aujourd'hui, les organismes de formation, les CFA, ont un peu une charge éthique, on va dire, de former, d'accompagner leurs apprenants à un bon usage des IA. Euh, et même, en fait, c'est au-delà de l'usage éthique, c'est même une contrainte pour faire en sorte qu'une formation puisse bien se dérouler parfois aujourd'hui, dans certains cas. Parce que, il y a trop d'usage de l'IA un peu en mode shadow, c'est-à-dire sous cap, qui est fait, et donc bah, il n'y a pas d'apprentissage, quoi. Euh, pour ça, je vous partage une petite ressource qu'on a créée. Ah, je l'ai mise où? Ah oui, je vous partage cette ressource, je parle du cas de l'Aftral après. La fresque des IA pédagogiques, donc ce sont des ateliers qu'on a sortis en Creative Commons, donc c'est gratuit à utiliser. Il faut juste vous former. J'ai remis des dates pour janvier, février. Ce sont des ateliers de 3 heures pour les formateurs et de 2 heures pour les apprenants, qui permettent de structurer une réflexion et une discussion autour des enjeux et des opportunités d'utiliser l'IA dans les pratiques pédagogiques et d'apprentissage. Voilà, ça a déjà été déployé auprès de plusieurs milliers de personnes, ça a des bons retours. Et entre autres, la version pour les apprenants est utilisée même dans des CAP pour justement que le formateur puisse avoir un cadre de discussion avec ses apprenants sur comment utiliser l'IA dans la formation. Donc voilà, la fresque des IA pédagogiques. Hélène vous enverra les slides, donc vous aurez l'URL si jamais ça vous intéresse de regarder, de vous inscrire pour apprendre à l'utiliser et pouvoir le déployer sur vos populations. Petit exemple de l'Aftral. L'Aftral, gros organisme de formation aussi, hein, puisque là, ils viennent de racheter encore une boîte, ils sont passés à 400 000 apprenants. Donc, eux, leur problématique, c'était comment acculturer une grande équipe pédagogique à un usage qualitatif de l'IA. Et ce qu'ils ont fait, donc ils sont appuyés sur des formateurs externes. Ça, ils ont déjà fait ça il y a 1 an et demi, hein, donc ils étaient assez en avance. Et ce qui est intéressant dans leur cas, c'est que plutôt que de se dire on va apprendre à prompter, ils ont utilisé un cas concret d'un centre de formation en Côte d'Ivoire qu'ils ont monté parce que c'est de la logistique internationale.
Et donc, en fait, ils se sont basés sur ça et ils ont travaillé pendant 2-3 mois sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans ce centre concrètement. Donc, au moins, c'était très pratico-pratique et donc, ça a permis de faire tout de suite monter bah, les résistances, les manques de compétences et de trouver aussi les bonnes pratiques. Eux, ils ont observé des gains de 15 à 20% de productivité en formant leurs salariés, plutôt là, le côté ingénieur pédagogique, qui est en accord avec ce qu'on trouve ailleurs dans la littérature et dans les autres cas d'études pour ce genre de structure. Voilà, donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on n'est pas obligé juste de se faire une formation, apprendre à prompter, on peut aussi rentrer les mains dans le cambouis, et ça marche plutôt bien aussi, quoi. Donc la fresque des IA pédagogiques dont je vous parlais. Ensuite, on passe au co-design d'usage. Donc une fois que nos personnels, les acteurs de l'organisation de formation ont été formés, on peut là commencer à réfléchir à quels sont les cas qui vont être vraiment intéressants pour nous, qui vont vraiment apporter de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup un usage, ce que j'appelle bureautique de l'IA, hein. Vous utilisez ChatGPT comme vous utilisez Word, mais c'est pas la plus grande valeur de l'IA. La plus grande valeur de l'IA, c'est que c'est une massification, enfin, c'est une automatisation cognitive massive. D'accord? Et donc, si on l'utilise juste pour faire des QCM, bah, c'est pas là où c'est très intéressant, en fait. Voire même, ça peut être dangereux pour son job. Donc, premier. Et ce que j'aime bien dire, la question que j'aime bien poser à ce moment-là, c'est quoi en fait le projet que vous avez en tête depuis des années dans votre organisation, mais vous n'avez pas les ressources pour le faire? Ça, c'est une bonne question à se poser pour trouver justement où est-ce que l'IA peut apporter de la valeur. Ensuite, d'initier des expérimentations. Donc, c'est assez rare d'avoir des organisations qui ont vraiment une culture de l'expérimentation, avec du test and learn, avec la possibilité de se tromper. Donc là, il faut aussi qu'il y ait un bon leadership qui soit là pour autoriser en fait qu'il y ait un sentiment de sécurité psychologique pour pouvoir tester et apprendre des choses. Donc là, on peut le faire de plein de manières différentes, hein, des hackathons, des cercles de design thinking, des choses comme ça. Il y a plein de manières qui existent. Mais l'important ensuite, c'est de ces expérimentations, de passer de l'individuel au collectif, c'est-à-dire de formaliser les retours. D'accord? Pour savoir est-ce que ça a vraiment un impact ou pas. Donc ça, c'est aussi des boucles itératives qu'on peut mettre en place et qui peuvent se faire assez rapidement, hein. On peut faire des prototypes vraiment pas chers aujourd'hui avec un peu de technique, du no-code, des choses comme ça. On peut vraiment tester des choses très rapidement avant de les industrialiser si jamais on a 9000 apprenants comme Frédéric, quoi. Donc un exemple, la NFA, donc, qui gère la formation automobile. Et eux, ils voulaient déployer pour leur branche en fait des solutions d'IA. Et donc ce qu'ils ont fait, ils ont commencé par des enquêtes pour identifier les besoins des formateurs. Eux, ils sont vraiment positionnés autour des formateurs. Et ils ont commencé à mettre en place avec un partenaire des IA dans les salles de classe. Et par contre, ils ont fait énormément de sessions de retour d'expérience pour améliorer parce qu'au début, ça marchait pas si bien que ça. Et donc, ils ont impliqué à la fois les formateurs, mais aussi les apprenants. Donc, ils ont demandé des retours d'usage aux apprenants aussi. Donc, assez intéressant parce que pour trouver la valeur, bah, finalement, on n'interroge pas que nos personnels, on intègre aussi tout notre écosystème, quoi. Voilà, donc je fais un peu vite pour qu'on ait le temps de discuter, puis pour redonner la parole à Frédéric à la fin, mais vous retrouverez tous ces cas dans la méthode à télécharger, quoi. Dernier point, dernière phase, les intégrations techniques. Donc là, on arrive vraiment à la fin, parce qu'en fait, on sait quelle stratégie on a les compétences pour utiliser les outils, on sait ce qu'on veut trouver comme valeur, à quel endroit, et donc maintenant, bah, on sait quoi déployer pour répondre à toutes ces questions, en fait. Donc là, par contre, on rentre dans des points où c'est pas le fait d'avoir une DSI traditionnelle qui va forcément tout faire. Il faut peut-être se faire accompagner à l'externe parce que c'est pas juste déployer potentiellement des licences Microsoft ou autres. Ça peut être des arbitrages assez techniques sur des modèles d'infrastructure. Donc peut-être qu'on peut internaliser petit à petit les compétences, mais dans un premier temps, faire appel à une SS2I ou des choses comme ça peut être le schéma, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, on avait mis un peu un processus itératif entre
trouver la valeur et créer les intégrations techniques. Parce que, en fait, justement, l'idée, c'est de construire petit à petit plutôt que de dire on va faire un déploiement massif. Et donc, c'est de tester, de découper par lot, de tester peut-être avec du no-code avant d'industrialiser, d'évaluer l'impact et de recommencer, en fait. Voilà. Euh, donc ça, pour les intégrations techniques, je vous donne un exemple très concret que j'ai trouvé assez génial de la part des écoles de la deuxième chance. Donc voilà, un réseau assez important. Et donc au national, euh, eux, ils ont beaucoup de public assez éloigné de l'emploi. Et donc comment les rapprocher de l'emploi, c'était leur question. Et donc ils ont fait une expérimentation où ils ont eu un petit financement, donc ça leur a coûté 70 000 euros, pour créer un simulateur d'entretien qui combine en fait un chatbot avec la base de données des métiers ROM. Et donc en fait, maintenant, à n'importe quel moment, leurs 17 000 apprenants, ils peuvent aller parler au chatbot pour dire, bah voilà, moi cet été, je veux faire kayakiste. J'ai telle et telle compétence, comment je fais? Et donc l'IA va chercher dans la base ROM les compétences du métier de kayakiste et interroge l'apprenant sur quel transfert il peut faire en fonction des compétences qu'il a déjà pour se vendre en entretien d'embauche et s'entraîner à parler correctement, etc. Donc ils ont bénéficié d'un PIA pour faire ça. Donc ils ont embauché deux ingénieurs techniques pendant 6 mois, je crois. Ça leur a coûté 70 000 euros. Et aujourd'hui, ils ont un run en serveur qu'ils ont internalisé. Ça leur coûte 1 500 à 2 000 euros de serveur mensuellement pour 17 000 apprenants. Donc voilà, c'est hyper intéressant comme cas concret parce que ça répond à la question que je vous posais tout à l'heure. C'est quoi le projet que tu as en tête depuis des années dans ton organisation, mais que tu n'arrives pas à faire? Et là, très clairement, d'avoir une sorte de tuteur pour faire des entretiens d'embauche pour des jeunes éloignés de l'emploi, c'est exactement ça. Et j'ai trouvé que c'était un super projet à valoriser pour montrer la valeur que ça peut apporter et en même temps à quel point ça peut être aligné sur les valeurs de l'organisation qui est d'accompagner les publics éloignés de l'emploi pour ça. Voilà, avant de passer la parole à Frédéric pour peut-être nous dire justement par rapport à la formation des acteurs, au co-design d'usage et puis aux intégrations techniques, ce qui a évolué par rapport à ce que vous avez fait, je voulais juste vous partager plusieurs ressources autour de l'IA. Donc c'est vrai que cette année, quand j'ai fait cette slide hier, je me suis dit c'est vrai qu'on a bien bossé cette année quand même chez Trendy, puisqu'on a sorti plein de trucs. Donc vous avez la fresque des IA pédagogiques, à la fois la version formateur et apprenant, donc qui sont en Creative Commons. Vous pouvez vous former et les déployer gratuitement ensuite dans vos organisations. Il y a la méthode d'acculturation CAPIA qu'on vient de vous présenter là en quelques minutes, mais bon, le livret fait 100 pages, donc je vous invite à le lire. Il y a le podcast Learning Coach où la saison 2 était sur l'IA et donc on a interviewé une dizaine de personnes, à la fois des chercheurs, des designers, des fournisseurs d'IA, des pédagogues. Donc voilà, on a fait un peu le tour du sujet parce qu'effectivement, j'imagine que vous avez compris, l'IA n'est pas qu'une question technique. Et puis récemment, j'ai fait une revue de littérature sur comment garder son autonomie face à l'IA, sujet ô combien important. Et donc, j'en ai créé un poster que vous pouvez télécharger et afficher dans vos bureaux pour moi. Vous pouvez jeter un dé et vous concentrer sur les actions qui sont proposées sur chaque axe avec vos équipes pour les 3 prochains mois. Et donc, petit à petit, développer votre autonomie face à l'IA. Donc, voilà quelques ressources que je vous invite à consulter et qui sont toutes gratuites et accessibles librement. Et voilà, moi, je repasse la parole à Frédéric pour que tu puisses nous faire un petit feedback de fin sur justement bah, tout ce que vous avez mis en place finalement depuis cette commission, quoi. Ouais, ouais, je vais faire très court puisque faut qu'on prenne un peu de temps aussi sur les échanges. Ce que je disais, hein, c'est que assemblée générale 2024, les administrateurs, et donc assemblée générale 2025, on rend le rapport de la commission IA aux administrateurs, avec donc un recueil de préconisations. Et l'idée après ça, puis bon, évidemment, nos administrateurs ont plutôt été dans le sens des préconisations, ou en tout cas les ont entendues. Et il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de veto sur non, l'IA, c'est pas possible, ça correspond pas à nos valeurs. Même s'il y a eu des tiraillements, faut être honnête aussi. Et donc, ce recueil de préconisations, bah, à l'image de ce qu'on avait fait sur le plan de stratégie digitale 2021-2023, on a repris un peu
la même trame, se dire, bah voilà, le recueil de préconisations, est-ce que ça peut donner un plan d'action stratégique IA? Et voilà, donc on a produit un plan de stratégie qui doit être maintenant présenté au bureau pour dire, ben voilà, ça engage quand même aussi, d'une certaine façon, des investissements dans une période qui n'est pas simple, des investissements en termes de compétences, mais aussi en termes d'infra, puisque tu as rappelé que l'étape 4, ben, il y a aussi toute la partie infra qui arrive bien à la fin, effectivement. Et donc, bah, ce qui est rassurant peut-être, pour nous, c'est que les 4 fiches actions, 4 axes, c'est acculturation, structuration, mutualisation et intégration de l'éthique. Et voilà, je trouve que ça se rapproche, assez bien de la méthodo, CAPIA. Voilà. Bah, ça pose, enfin, ça répond aussi un peu à la question de Jamel, qui dit: «Est-ce que les étapes sont nécessairement successives ou peuvent-elles être, abordées simultanément?» On peut faire se chevaucher un petit peu certaines étapes, mais globalement, il y a quand même un ordre, quoi. On peut commencer à former, les acteurs dans l'organisation, tout en constituant, une gouvernance, mais c'est bien de commencer la gouvernance un tout petit peu en amont pour pouvoir répondre un peu aux questions, qui vont se poser. Pour moi, le co-design, trouver la valeur, ça vient après la formation, parce que en fait, je l'ai déjà fait en atelier avec des gens qui n'avaient jamais utilisé l'IA, qui n'avaient pas été formés. Ils n'arrivent pas à trouver des cas d'usage intéressants pour eux, parce qu'ils n'ont pas d'idée de ce que ça peut faire, en fait. Très clairement, je l'ai vu, en fait. Donc, il faut qu'ils aient un minimum de formation euh, pour trouver un peu cette valeur. Et finalement, en fait, les intégrations techniques, elles viennent à la fin. Donc, globalement, c'est à peu près successif, même si on peut se faire se chevaucher quelques étapes, quoi. Super, merci Frédéric, merci Raphaël. On passe aux questions? Cyril, est-ce que tu veux, t'exprimer par rapport à l'agilité au sein d'une petite structure? Est-ce que c'est lié à la conduite au changement ou c'est d'autres, ou tu verrais d'autres freins? Je pense que tu peux désactiver ton micro, si tu as envie de parler, bien sûr. Oui, 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 c'est fait. Je sais pas si on m'entend, mais ça On vient. t'entend. Voilà. Merci. Oui, merci pour toute cette présentation. Et c'est vrai que oui, on parlait d'agilité parce que la première question que je posais, c'est et puis en voyant tous les retours d'expérience qui sont faits derrière, on est sur des très gros groupes. Enfin, quand on parle de l'Aftral ou quand on parle de choses comme ça, voilà, quand on est un petit organisme où il y a un directeur, deux assistantes et tout le reste, c'est des personnels formateurs, il n'est pas question de DSI, il n'est pas question de groupe de travail au-delà de ce qu'on est déjà obligé de faire sur tous les autres sujets. Donc, on va pas être plus agile parce qu'on est petit, alors qu'on va pas avoir des ressources à mobiliser telles que ça nous a été présenté. Donc, je reste un petit peu embêté par cette présentation-là, parce que du coup, moi, je repars en disant, bah, sur un petit organisme comme le nôtre, bah, c'est comme tous les autres sujets, ça va être un truc du directeur, peut-être un peu s'il est associatif avec son bureau, mais au final, ça m'aide pas du tout à organiser une structuration IA dans un organisme comme le nôtre, quoi. Mais c'est normal, vous avez travaillé avec des grands organismes, voilà, on les connaît, hein, évidemment, entreprises et formations, 300 salariés, des fonctions support partout. Je veux dire, nous, les fonctions de support, elles sont externalisées quand il y en a, ou alors ça repose encore sur le directeur et les assistantes, quoi. Donc c'est ça qui est. On va pas être plus agile parce qu'on est petit, parce qu'on n'aura pas de ressources, quoi. C'était tout. C'était un petit repère comme ça en disant que bah, sur les petites structures, c'est franchement pas évident d'aborder ces questions-là parce qu'on n'a pas de méthodologie concrète euh, à mettre en place, quoi. Les vôtres sont sans doute très bien, très efficaces, vous en avez fait la démonstration, mais ne sont pas adaptables pour des petits organismes autonomes, quoi. Merci Frédéric, tu Cyril. levais la main pour répondre, mais Oui. vas-y. Oui, oui, parce que j'ai répondu effectivement que l'agilité n'était pas simple dans les grosses structures non plus. Là, on présente quelque chose dans un webinaire d'une heure. On revient évidemment pas. L'idée quand même, c'est de revenir sur une démarche, une méthodo. J'ai pas soulevé toutes les difficultés. Alors des groupes de travail, bah non, c'est pas forcément simple quand on est 300 salariés d'animer des groupes de travail et c'est pas simple de déployer une formation, puisque ce que disait Raphaël, c'est effectivement d'avoir une culture commune. Et la culture commune, elle est vachement importante. Le fait d'avoir ce socle-là. Et c'est pas si simple que ça quand on est un gros organisme de formation. Bon,
voilà, on est que sur l'Eure et la Seine-Maritime, hein, on n'a pas encore visé l'international. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, on est au siège social à Rouen, on a des implantations complètement rurales. Il faut pouvoir toucher aussi le formateur qui est à 100 km à Fécamp, à Verneuil-sur-Avre. Je suis désolé pour la géographie purement normande. Mais voilà, je veux dire, il y a pas, enfin, tout n'est pas simple non plus parce qu'on serait gros, c'est simple. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que la proximité, d'avoir ces formateurs aussi à proximité, bah, cette étape-là, elle est rendue plus simple aussi parce que les formateurs, ils sont là à proximité. Quand il faut pouvoir toucher tout le monde à des endroits très différents, sur des environnements et des domaines d'intervention aussi assez différents, c'est pas si simple que ça. C'est pour ça que je parlais d'agilité. Il y a évidemment des avantages à être une grosse structure dans le sens où on est structuré en termes de service support et qu'on a un service informatique et qu'on peut passer la porte. Bon, c'est jamais aussi simple là non plus, mais on peut passer la porte pour quand on a besoin de parler de solutions techniques. Là, on a des interlocuteurs, on n'a pas une structure externalisée qu'on peut pas mobiliser. Mais voilà, je nuance juste un peu on est gros, ça marche, et on est petit, ça marche pas. Pour moi, c'est à nuancer quand même. Et je rebondis parce que en fait, quand Cyril vous disiez on peut pas adapter ce qui a été proposé, je suis pas d'accord. Euh, En fait, il y a des recommandations d'axes, mais après, ce que je disais, c'est qu'on peut adapter chacune des étapes. Pour la gouvernance, effectivement, vu les petites structures, on n'est pas obligé de mettre en place des réunions de discussion qui s'éternisent, hein. Ça peut être, encore une fois, à la machine à café. Pour la formation des acteurs, ce que disait Frédéric, ce qui est important, c'est la culture commune. Donc, dans le cadre d'une journée pédagogique de rentrée, on peut faire une fresque des IA pédagogiques un matin pour au moins savoir en fait qu'est-ce qui s'exprime chez les uns et chez les autres. Est-ce qu'il y a des freins? Est-ce qu'il y a des envies? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Euh, Dans le fait d'être formé aussi, ça peut être justement de savoir en fait qu'est-ce qu'on peut demander et imposer comme contrat avec nos prestataires externes dans le cadre de leur usage de l'IA, voilà, de savoir aussi poser des questions à mes prestataires externes. Il faut être un peu formé pour ça, donc c'est important aussi de savoir quelles sont les obligations légales, ce genre de choses, pour rester dans les clous aussi par rapport à ce qu'on achète. Donc, il y a plein de choses à faire. En fait, c'est un peu un métacadre qui vous est proposé, mais vous pouvez vous l'approprier à votre niveau. Bien évidemment, pas forcément en déployant tout ce qui est proposé dans la méthode pour des groupes qui vont être un peu plus gros, mais les questions à se poser restent quand même globalement les mêmes, quoi. Après, la manière d'y répondre sera peut-être un petit peu différente. Mais en tout cas, ça pourra vous aider à vous poser les bonnes questions, ou en tout cas pas à passer à côté, même pour des structures plus petites, quoi. Voilà. Et puis l'idée, quand c'est une petite structure, c'est de commencer peut-être pas à pas. Parce qu'effectivement, là, la méthode, on sent que ça part, il y a 4 angles qui sont traités, donc c'est comme tu as dit, métacadre, hein, donc une grosse méthode. Mais quand on a une petite structure, on peut aussi prendre, petit à petit, tester des choses. Oui, et puis de toute façon, je veux dire, quand je donne l'exemple des écoles de la deuxième chance qui ont développé leur propre modèle d'IA, etc. et tout, on est d'accord que c'est pas du tout, mais on est d'accord que c'est pas une petite structure qui va faire ça. Vous n'avez pas les ressources financières, vous n'avez pas les compétences, etc. en général. Et ça, on est tout à fait d'accord. Ça, c'est des choses qu'on peut faire à partir du moment où on est plus gros qu'une PME, quoi. On est 100, 200 personnes. Là, on peut commencer à imaginer des choses. Euh, mais effectivement, pour les petites structures, on va plutôt rester sur un usage ce que j'appelle bureautique, et vous gagnerez plus en productivité. Vous gagnerez peut-être une journée par semaine en productivité si vous êtes bien organisé avec l'IA. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous? C'est ce genre de questions qu'on peut se poser quand on a cette taille-là, quoi. Mm. Tan? Oui, bonjour, c'était juste pour un témoignage d'un petit organisme de formation pour le coup, puisqu'on on est 6, enfin maintenant 7 permanents, et on a à peu près 60-70 formateurs qui sont pas, enfin qui sont vacataires. Et donc on a décidé de se saisir de cette question d'intelligence artificielle. Alors on a eu la chance d'avoir quand même un dispositif assez costaud en région centre qui s'appelait Transformation, et qui permettait notamment qui proposait des formations gratuites pour les organismes de formation, enfin gratuites pour les organismes de formation en tout cas de la région, et donc dont une sur l'IA. Donc on est plusieurs dans l'équipe à l'avoir suivi et donc à avoir
récupéré de l'information générale et puis d'avoir pu prendre en main quelques outils. Et on a décidé de faire de mettre en place une politique pour toute l'équipe. On a commencé ça sur un des séminaires où on en a fait une séquence de travail, où on a présenté un peu ce qu'on avait pu voir en formation sur le contexte général de l'IA, et le cadre. Et ensuite, on s'est fait un tableur commun en se disant comment est-ce qu'on peut l'utiliser, à quel endroit, avec quels outils, pour qu'on ait un peu une politique commune, qu'on sache s'il faut s'abonner à certaines ou pas, ou si on peut utiliser que des gratuites. Enfin, voilà, qu'on ait une politique générale. Et ensuite, on a impliqué nos formateurs, notamment en faisant un webinaire qu'on fait chaque année pour lancer la saison. Et puis, on a intégré une séquence sur les ateliers de travail de préparation des interventions où on leur donne des outils en leur faisant une démonstration qui est très rapide sur Internet. Et on s'aperçoit qu'au début, il y avait quand même quelques freins, mais qui ont été vite levés. Il y en a beaucoup qui, plus par méconnaissance, qui ne voulaient pas y aller. Après, on n'oblige pas à y aller. Mais une fois qu'on leur a fait la démonstration et qu'ils prennent l'outil en main, en fait, les freins ils se lèvent très vite. Et c'est même eux maintenant qui nous sollicitent sur des choses sur lesquelles on n'aurait pas pensé. Donc je pense que c'est possible, ça nécessite un peu d'organisation et de planification de comment on le met en place. Mais concrètement, on réussit à le faire là et ça nous fait gagner un temps dingue, quoi. Alors, un temps dingue pour amorcer les choses parce qu'après, c'est d'autres compétences, c'est-à-dire qu'il faut vérifier l'information, ça nous fait une base de travail, mais ça nous fait gagner beaucoup de temps d'amorçage, quoi. Merci Stan. Récif, allez-y. Bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai entendu parler souvent de productivité, gain de productivité. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors ça, c'est vraiment quand enfin, je vous invite à télécharger la méthodo, le livre blanc. Quand on interroge, par exemple, les attentes, les bénéfices et les risques envisagés par les uns et les autres, ce qu'on voit en premier, c'est le gain de productivité, c'est les gains de temps, en fait. C'est-à-dire, c'est le temps estimé pour réaliser les tâches. Très clairement, on peut aujourd'hui estimer ses gains à 15 à 20%, donc on peut quasiment gagner une journée par semaine quand on a vraiment bien optimisé ses processus de travail avec l'IA. Tout n'est pas optimisable, ça dépend en fait. Ce qui est difficile, c'est parfois d'avoir accès aux données, par exemple, donc d'avoir des logiciels qui sont fermés ou qui permettent pas d'accéder à ces données facilement. C'est souvent un peu la limite qu'on peut voir. Mais c'est à peu près ce qu'on voit partout. Les grands groupes qui sont bien structurés peuvent atteindre jusqu'à 30%. Par exemple, aujourd'hui, il y a 30% du code de Google qui est écrit par des IA. Aujourd'hui, ils passent encore une grande partie du temps à le relire. Donc, c'est pas 30% de productivité en plus parce qu'il y a des problèmes de sécurité, etc. et tout. Mais petit à petit, en fait, ça gagne du terrain. Et donc, on peut espérer effectivement, d'ici peut-être 5 ans, avoir 30 ou 35% de productivité, de temps gagné pour des métiers classiques, quoi. Oui, parce que chez nous, ça peut poser aussi quelques questions, quelques interrogations sur justement, on produit plus vite et puis après, et quelles incidences il pourrait y avoir, et là je vais au-delà de tout, sur les fameuses conventions collectives des organismes de formation, sur le temps de préparation, temps de face à face. Voilà, d'où Bah, ma question. c'est là où la gouvernance partagée est importante. C'est dans ce cadre-là qu'on décide de qu'est-ce qu'on fait de ces gains de productivité. Est-ce que on fait un plan social ou C'est est-ce dommage, pas que avec un- on pose une relation plus qualitative avec nos apprenants? Qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est à décider collectivement. Tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord. Merci. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Je vous fais baisser la main. Non, personne ne le souhaite. Je vois qu'il y a une invitation à Café IA. Ok. Bah, écoutez, merci à tous. Merci Raphaël, merci Frédéric. C'était le dernier webinaire de l'année. On en redémarre un en janvier, je crois que c'est le 14 de mémoire.
C'est pour présenter, là, ça sera la commission innovation du CINOFDES. Ça sera pour présenter les ressources qu'on vous a mises à disposition. Alors là, c'est uniquement pour les adhérents CINOFDES et adhérents Eurof. Voilà, je vous remercie infiniment. Bonne fin de journée et à bientôt. Bonne journée. Au Au revoir. revoir. Merci, bonne fin de journée, au revoir. Au revoir.